Bonjour à tous, aujourd'hui étude de cas de Justine, 25 ans, rédactrice web. C'est une étude de cas tirée du journal Le Revenu et elle demande comment investir en bourse en partant de zéro. Donc Justine, elle a 27 000 euros de revenus annuels. J'ai envie de dire enfin une personne normale parce que dans le revenu souvent c'est des personnes qui gagnent plus de 100 000 euros par an. Voilà, ses dépenses, 27 000 euros. Elle est à l'équilibre. Revenus, dépenses, 27 000 euros. Ses amis lui parlent du Bitcoin et des ETF. Du coup, elle aimerait s'y mettre. Là, j'ai envie de dire lol, parce que c'est pas parce qu'on vous entend des copains parler qu'ils investissent dans X ou Y actions ou X, Y produits qu'il faut y aller. Surtout pas. Mais bon, on est tous passés par là et j'en parlerai plus tard. Elle a eu un héritage, elle a un patrimoine pour le moment de 100 000 euros totalement en liquidité, donc en livret, tout simplement. Les préconisations du revenu. Donc le revenu préconise d'ouvrir un PEA et d'avoir une allocation d'actifs pour 100 000 euros. Donc je vais vous le mettre ici. Donc allocation. Donc il préconise 40 000 dans un PEL qui servirait en fait dans un... Le PEL c'est un produit donc contrôlé par l'État. Derrière ce sont des obligations avec des taux de rendement très très faibles. Mais au moins le risque, il n'y a pas de risque en fait dans un PEL. Ok, 40 000 euros dans un PEL. Avant j'avais oublié, il parlait de 20 000 euros dans un livret A pour une épargne de précaution. Ça, je l'accorde au revenu. L'épargne de précaution est souvent négligée par les investisseurs et même par les personnes, les citoyens, tout ce que nous sommes, parce que c'est une épargne qui sert en cas de coup dur, en cas d'imprévu. Comme ça, on n'est pas obligé de revendre nos investissements, on n'est pas dans la merde, on casse pas nos plans d'investissement, tout simplement. On a besoin d'une voiture, on a besoin de déménager, on a besoin de s'acheter quelque chose, on n'a pas de problème, on a cet argent de côté. Et c'est normalement la première chose qu'on épargne, c'est cette épargne de précaution. Et après, on investit. Donc ça, je suis complètement d'accord. Ensuite, 35 000 euros, donc on va dire 35%, vu qu'elle a 100 000 euros de patrimoine. 35 000 euros dans un PEA. Alors, dans un PEA, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on met dedans? On le verra plus tard, ce qu'ils préconisent. Et eux, après, 5 000 euros dans le BTC, dans le Bitcoin. Via une app comme Revolut. C'est une application qui permet d'acheter à travers leur plateforme des Bitcoins. Je ne suis pas forcément fan de cette solution parce que les fonds ne vous appartiennent pas. Mais pourquoi pas pour des petites sommes comme 5 000 euros. Pourquoi pas. Pourquoi je ne suis pas d'accord? De quoi je ne suis pas d'accord? Parce que eux, ce qu'ils préconisent, donc voilà, panacher d'ETF et de titres en direct pour le PEA. Alors, eux, ils préconisent d'acheter des titres en direct pour des entreprises du CAC 40, mais des ETF pour le marché américain. Donc, actions du CAC 40, mais ETF américain. Et là, j'ai du mal à comprendre cette logique. Je trouve ça contradictoire en fait. Pourquoi? Parce que le CAC 40 représente uniquement 2 ou 3% des sociétés cotées dans le monde. Donc si vous achetez un ETF CAC 40 par exemple, c'est comme si vous aviez acheté 2 ou 3% des actions mondiales capitalisées, possible d'acheter en bourse. Et donc, on est sur des toutes petites entreprises en fait dans le CAC 40. À part LVMH, on est sur des petites entreprises comparées à d'autres entreprises dans le marché aux États-Unis, en Amérique latine, en Russie, au Japon. Donc, je ne comprends pas pourquoi on viserait l'achat de petites entreprises comparé à viser la performance, comme ils le disent en plus, viser la performance excellente du S&P 500 ou d'autres indices même monde via des ETF.
On le sait que la performance ETF indicielle bat les meilleurs fonds de gestion actifs. Sur 10 ans, les ETF indiciels battent 9 fois sur 10 les gestionnaires de fonds actifs. Donc je ne comprends vraiment pas, à part le fait de se dire que comme c'est en France, comme c'est une entreprise française, on connaît soi-disant mieux, là, on connaît mieux l'entreprise et donc on va faire des meilleurs choix d'investissement. Mais non, je suis désolé. Les entreprises françaises, même cotées au CAC 40, ce sont des petites entreprises par rapport au marché mondial. Et pourquoi s'embêter d'acheter des titres vifs en direct alors qu'on a les ETF qui ont une meilleure performance? Là, je ne comprends pas. Je vous encourage à lire cette préconisation numéro 3. Mettez en pause. Je suis désolé pour la qualité, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi ils préconisent d'acheter des titres en direct. C'est un vrai boulot en fait, hein, d'acheter des titres en direct. C'est se renseigner sur les entreprises, c'est regarder les rapports trimestriels, c'est comprendre le business model, c'est anticiper aussi des évolutions dans leur business. C'est un risque énorme aussi, une action individuelle, parce que même si l'entreprise est bonne, eh ben elle peut faire faillite. Il peut se passer quelque chose. Son cours de bourse peut baisser également. Son directeur est pris dans un scandale. Il y a une marée noire pour Total. Il y a LVMH qui, on se rend compte, qui font appel à des ouvriers chinois, comme ça a été le cas pour Nike à un moment. Bref, il peut y avoir des scandales. L'entreprise continuera de gagner de l'argent, mais son cours va dégringoler. Voilà, ça c'est mon avis. Vraiment, je ne comprends pas du tout pourquoi on achèterait des actions en direct du CAC 40. C'est un vrai boulot et c'est une vraie passion en fait, hein, de faire ça. C'est des passionnés qui font ça, parce que concrètement, le rapport gain-performance par rapport au temps passé, pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est pas du tout intéressant par rapport aussi au risque. Voilà. Alors, mes préconisations pour Justine, 25 ans, qui a hérité de 100 000 euros. Alors, déjà, ça va être de ne pas investir parce qu'un copain vous a dit que c'était un super investissement. Et oui, après on est tous passés par là, forcément on est influencé quand on démarre l'investissement, on ne connaît pas, on découvre. En fait, j'ai envie de dire que dans les cycles économiques, dans les cycles de marché, c'est au moment où tout le monde va parler de quelque chose qu'on arrive au sommet de la bulle, qu'on arrive au sommet d'une bulle et que ça va s'écrouler bientôt. Prenez le cas pour les crypto-monnaies. À chaque fois qu'on en parle dans les journaux, que votre voisin, votre boulanger, votre garagiste vous parle du Bitcoin, c'est que tout le monde en a parlé, c'est que tous les derniers petits investisseurs en ont acheté, et c'est à ce moment-là que la bulle est à son plus haut. Donc, c'est contre-intuitif, évidemment, parce que tout le monde va vous dire que c'est super, qu'il a gagné de l'argent, et qu'il faut investir dedans, c'est super, c'est le futur. Mais c'est contre-intuitif en fait. Plus vous allez avoir de personnes qui vous disent d'investir dans le Pinel, dans d'autres produits comme ça, moins il va falloir investir dedans. La colocation, c'est pareil. Tout le monde vous a dit d'investir dans la colocation. Et bien maintenant, le marché de la colocation, il est chargé, il est surchargé même. Et il y a trop d'offres pour le besoin. En fait, vous comprenez un petit peu le principe des cycles de marché, mais ça, on prend du temps à le comprendre. Alors, mes autres propositions, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'elle a 0 € d'épargné. Et l'investissement, il provient de l'argent qu'on épargne, de l'argent qu'on gagne et qu'on ne dépense pas. Donc, si elle n'épargne pas, elle ne pourra pas investir. Voilà. C'est très important. Donc, il faut se faire un budget mensuel pour savoir toutes les dépenses qu'elle réalise et comparer à ses revenus pour économiser sur certains postes de dépenses, tout en maîtrisant, en contrôlant aussi certaines de ses dépenses. Voilà. Quand on est débutant comme elle ou débutante,
Pour moi, ça signifie d'investir des petites sommes. Des petites sommes au début pour se former. Hein. On peut imaginer qu'elle étale son investissement sur 3 ans. Voilà, pour se familiariser, pour progresser aussi dans l'investissement. Parce qu'une fois qu'elle aura mis un peu d'argent, c'est là qu'elle va vraiment s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un ETF, qu'est-ce que c'est qu'un PEL, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que le rendement finalement m'intéresse vraiment, est-ce que c'est plutôt, je veux plutôt prendre plus de risques, est-ce que j'ai une vision finalement plus courte, est-ce que j'y avais pas pensé mais j'ai un autre projet derrière, je veux me marier, je veux déménager, bref. Il faut prendre le temps pour se former. C'est comme en course à pied en fait, on ne démarre pas par un marathon, on démarre par des entraînements, de la petite distance, des courses, 5 km, 10 km, après plusieurs 10 km, eh ben, on peut viser des courses un peu plus longues. Et au final, c'est l'aboutissement, le marathon. Le marathon, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement assidu et de courses pour préparer aussi son corps, se tester, voir comment on réagit. Bah là, c'est pareil dans l'investissement. N'espérez pas bien investir, n'espérez pas réussir vos investissements si vous pensez que vous avez tout compris tout de suite dès le début. Il faut y aller progressivement et pour ça, un des meilleurs moyens pour moi, c'est d'investir des petites sommes parce que ça ne va pas vous coûter trop cher comme ça, tout simplement. Vous allez perdre de l'argent, mais pas beaucoup, ça ne va pas vous impacter en fait. Alors que si vous mettez tout d'un coup, vous risquez de perdre énormément d'argent, tout simplement. Ensuite, pour moi, quand on a 25 ans, ça va dépendre de chacun, hein, mais 25 ans, pour moi, on a la vie devant soi et il faut mieux privilégier les investissements plus rémunérateurs et donc forcément plus risqués. Hein. Qui dit plus de gains dit plus de risques, évidemment. Si vous avez plus de gains et encore, comment dire, si vous avez pas de gains mais du risque, là ça ne sert à rien. Cet investissement ne sert à rien. Si vous avez du risque, il faut avoir du gain. Vous comprenez, il faut gagner, il faut espérer gagner beaucoup. Sinon le risque ne paye pas. Hein, vaut mieux prendre un truc pas risqué et pas gagner que de prendre un truc très risqué et pas gagner. Vous comprenez le principe. Pour espérer en fait un game changer, donc un investissement qui puisse réellement changer sa vie, donc augmenter son patrimoine considérablement à son niveau à 25 ans. Voilà. Pour moi, il n'y en a pas non plus 10 000. Il y a l'entrepreneuriat en fait. Hein. Investir sur soi, investir sur sa boîte, investir sur ce qu'on va créer. Et il y a aussi les crypto-monnaies, mine de rien, qui ont des multiplicateurs qui peuvent permettre de gagner beaucoup d'argent, également en perdre beaucoup, ça c'est clair et net, mais c'est un des seuls investissements où on peut faire des x2, x3 par an, et donc c'est exceptionnel par rapport aux autres classes d'actifs qu'on a. Voilà, c'est terminé pour Justine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je reste disponible. Si vous avez des questions sur votre patrimoine, sur un investissement, sur un héritage, n'hésitez pas à me contacter à nathan@investirpourreussir.fr. Et je vous dis à la prochaine.